bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Et si tout ça, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on voit, qu'on touche, n'était pas vraiment réel? C'est une question un peu folle, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger tête la première dans l'une des idées les plus déroutantes de la science et de la philosophie, l'hypothèse de la simulation. Tout commence avec cette anecdote, assez parlante. Imaginez un concepteur de jeux vidéo, Rizwan Virk, en pleine partie de ping-pong, en réalité virtuelle. Il est tellement dedans, tellement absorbé que, pendant une seconde, son cerveau oublie complètement que le jeu n'est pas réel. Il essaye de s'appuyer sur la table, mais bien sûr, il n'y a pas de table. C'est ce genre de moment, ce bug dans notre perception qui nous amène à nous poser une question beaucoup plus grande. Et cette question, la voici. Et si notre réalité n'était en fait que le jeu vidéo ultime ? Ça sonne comme de la pure science-fiction, je sais. Pourtant, ce n'est plus vraiment le cas. C'est devenu une hypothèse très sérieuse, débattue par des scientifiques et des philosophes de renom. Alors, accrochez-vous bien. Pour quelqu'un comme Elon Musk, les chances que l'on vive dans ce qu'il appelle la réalité de base, c'est-à-dire la toute première, l'originale, sont d'environ 1 sur des milliards. 1 chance sur des milliards. Ça paraît dingue, mais la logique derrière ce chiffre est en fait étonnamment simple. Ok, alors plongeons dans cet argument. L'argument statistique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne repose pas sur des équations de physique hyper compliquées, non. Il repose sur une seule et unique supposition concernant la technologie. Cette supposition, c'est l'idée qu'un jour, une civilisation, n'importe laquelle, la nôtre ou une autre, atteindra ce qu'on appelle le point de simulation. C'est le moment où la technologie permet de créer des mondes virtuels qu'on ne peut plus distinguer de la réalité. Et là, il faut se demander, si on peut créer une simulation parfaite, est-ce qu'on s'arrêterait à une seule ? Probablement pas. On en créerait des milliers, des millions, peut-être des milliards, et chacune de ces simulations pourrait contenir des êtres conscients. Et voilà où l'argument statistique frappe fort. Si une seule civilisation arrive à ce fameux point de simulation, elle va lancer des milliards de mondes virtuels. Résultat, il y aura beaucoup plus d'êtres simulés que d'êtres réels dans l'unique réalité de base. C'est purement mathématique. Alors, si on choisit une conscience au hasard dans tout cet ensemble, quelle est la probabilité qu'elle soit dans la seule réalité originelle plutôt que dans l'une des milliards de simulations? Les probabilités sont juste écrasantes. Ok, l'argument statistique est une chose, mais ce qui est encore plus troublant, c'est que quand on regarde de très près les lois de la physique, on a l'impression d'y trouver des bugs, des indices que tout ça pourrait bien être du code informatique. Le premier indice, c'est l'effet de l'observateur en physique quantique. C'est un concept vraiment étrange. En gros, au niveau des particules, les choses n'ont pas d'état défini. Elles sont juste un nuage de probabilités. Et ce n'est que lorsqu'on les mesure, qu'on les observe, qu'elles décident soudainement de devenir quelque chose de concret. C'est comme si l'univers attendait qu'on le regarde pour finir de se dessiner. Pour beaucoup, ça c'est le premier gros glitch dans la matrice. Et c'est là que la comparaison avec un jeu vidéo devient bluffante. Pensez-y, en physique quantique, la réalité ne s'affiche que lorsqu'on la regarde. Et dans un jeu vidéo, c'est exactement pareil. Le moteur du jeu ne calcule, ne rend que ce que le joueur voit à l'écran. Pourquoi ? Pour optimiser les ressources de l'ordinateur, pour ne pas tout faire ramer. Et si l'univers faisait la même chose ? S'il optimisait ses propres ressources en ne calculant que ce qui est observé. Mais ça devient encore plus étrange. Parce que ces indices ne concernent pas seulement l'espace. Ils suggèrent que le temps lui-même pourrait faire partie du code. Des expériences récentes laissent penser que le passé n'est peut-être pas gravé dans le marbre comme on l'imagine. Prenez l'expérience du choix retardé. C'est un peu complexe, mais l'idée de base est hallucinante. Elle suggère qu'une mesure, une observation qu'on fait maintenant, peut déterminer le chemin qu'une particule a pris il y a des millions d'années. Oui, le présent qui affecte le passé. C'est comme si le jeu chargeait le niveau précédent uniquement quand on regarde en arrière, en se basant sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est complètement contre-intuitif. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la simulation comme de quelque chose d'extérieur, là dehors. Mais si la simulation n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, dans notre propre esprit. C'est ce que suggère le neuroscientifique Anil Seth quand il dit « Nous hallucinons tous en permanence. C'est juste que lorsque nous sommes d'accord sur nos hallucinations, nous appelons cela la réalité. » L'idée, c'est que notre perception n'est pas une fenêtre transparente sur le monde. En fait, notre cerveau est enfermé dans le noir complet, à l'intérieur de notre crâne. Il ne voit, n'entend, ne sent rien directement. Il reçoit juste des signaux électriques. À partir de ces signaux, il construit sa meilleure estimation de ce qui se passe dehors. C'est ce qu'on appelle une hallucination contrôlée. Ce qu'on perçoit n'est pas la réalité brute, c'est une interface utilisateur. On ne voit pas les milliards d'atomes, on voit une table. C'est plus pratique pour survivre. Alors si on est dans un grand jeu, ça soulève une question essentielle. Qui sommes-nous dans ce jeu ? Est-ce qu'on est des PNJ, des personnages non joueurs, c'est-à-dire du pur code, des intelligences artificielles qui font partie du programme ?
Dans ce cas, quand le jeu s'arrête, on s'arrête aussi. Ou alors, est-ce qu'on est les joueurs, des consciences qui existent en dehors de la simulation et qui contrôlent simplement un avatar à l'intérieur? Là, notre vrai moi serait en sécurité, et la mort dans le jeu ne serait qu'une illusion. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Parce que toutes ces idées ultramodernes, un univers fait d'informations, la conscience qui façonne la réalité, ne sont pas si nouvelles que ça. On en trouve des échos dans des sagesses très très anciennes. Comme si on nous avait laissé des cheat codes, des codes de triche il y a des milliers d'années. Prenons un exemple, le nombre 432. Ce nombre, il revient partout. Vraiment partout. Dans les textes anciens, dans les cycles cosmiques de différentes cultures, dans la géométrie sacrée, même dans des fréquences musicales. C'est une coïncidence? Peut-être. Mais pour certains, c'est un peu trop récurrent pour être une simple coïncidence. Regardez cette corrélation, c'est assez fou. On prend un cycle astronomique bien réel, l'oscillation de notre planète, qui dure 25 920 ans, on le divise par 60, qui était la base des mathématiques sumériennes, et qu'est-ce qu'on obtient? 432. Un nombre au cœur de la géométrie sacrée. Comment un phénomène physique, mesuré par la science, peut-il être si parfaitement lié à un ancien système mathématique et à des concepts spirituels? Pour certains, c'est la preuve d'un design, d'une architecture mathématique cachée derrière notre réalité. Et ce n'est qu'un exemple. Quand on y pense, le concept du logos, du verbe créateur dans la Bible, ça ressemble étrangement à un code source, non? L'idée que des formes géométriques ou des sons peuvent affecter la conscience, ou encore cette idée d'une antenne biologique comme la glande pinéale pour percevoir au-delà du voile, et surtout cette idée fondamentale que l'univers est un miroir qui nous renvoie à notre propre état intérieur. Toutes ces traditions pointent vers une même direction. La réalité n'est pas fixe, elle est malléable. Ok, alors si on met tout ça bout à bout, si la réalité est une sorte de code informatique et que notre conscience est l'interface pour interagir avec, qu'est-ce que ça change pour nous, pour les joueurs que nous sommes peut-être? On en revient à cette sagesse ancienne, le monde est un hologramme. Il reflète la conscience qui est projetée sur lui. C'est une idée qui, aujourd'hui, résonne étrangement avec la physique quantique. Ça nous dit qu'on n'est pas juste des spectateurs passifs de notre vie. Non, on est des participants actifs, des créateurs. L'univers ne nous arrive pas dessus comme une vague. Il nous répond. Ce qu'on y projette, nos pensées, nos émotions, nos intentions, c'est ce qu'il nous renvoie. C'est un changement de perspective énorme. On passe du statut de victime des événements à celui d'architecte de notre réalité. Au final, ce n'est pas qu'une simple expérience de pensée un peu perchée, c'est une invitation à repenser complètement notre relation au monde, une invitation à considérer que la réalité est peut-être bien plus interactive, bien plus profonde qu'on ne le croit. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question que chacun peut se poser. Si l'univers est un miroir, qu'est-ce qu'on choisit de refléter dedans ?